Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, un truc qui est absolument partout en science, mais qui, soyons honnêtes, fait un peu peur parfois. L'incertitude de mesure. Mais pas de panique. L'idée, c'est de rendre ça super clair de la théorie jusqu'à la pratique. On va tout démystifier ensemble. Alors, pour commencer, j'ai une question pour vous qui a l'air toute simple. Est-ce qu'une mesure peut être parfaite, genre absolument exacte? Si vous mesurez une longueur, un temps, n'importe quoi, est-ce que vous pouvez dire, voilà, c'est la vraie valeur? Eh bien, en science, la réponse est un grand non. Et c'est ça le point de départ de toute notre discussion. Regardez cette fiole, on dirait qu'elle contient pile 50 millilitres, non? En fait, c'est plus compliqué que ça. Imaginez, il y a au moins 3 petites choses qui peuvent fausser le résultat. D'abord, l'environnement. La température de la pièce, par exemple, peut faire que le liquide se dilate un tout petit peu. Ensuite, il y a le matériel lui-même. La fiole, elle n'est pas parfaite, elle a ses propres petits défauts de fabrication. Et enfin, il y a nous. Notre œil n'est pas une machine de précision pour lire le niveau, vous voyez? Même en étant super méticuleux, l'incertitude est là, elle est inévitable. Allez, un autre exemple, encore plus parlant. Imaginez un groupe d'étudiants avec des chronomètres. Leur mission, mesurer le temps de chute d'un plongeur. C'est exactement le même plongeon pour tout le monde, hein. Et pourtant, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Toute une série de chiffres différents. L'un à 3,62 secondes, l'autre 3,58, un autre 3,65. Personne n'a exactement le même résultat. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la dispersion. C'est la preuve par l'image que l'incertitude, elle est vraiment partout. Bon, la question c'est comment on fait pour gérer ce flou de manière scientifique? C'est ce qu'on va voir. Voilà notre programme. D'abord, on va poser le principe de base. Ensuite, on va voir comment on calcule l'incertitude, que ce soit pour une série de mesures, ce qu'on appelle le type A, ou pour une mesure unique, le type B. Après ça, on verra comment on écrit un résultat correctement, et pour finir, on apprendra à comparer notre mesure à une valeur de référence. C'est parti. Ok, première étape. Parlons de cette fameuse vraie valeur. Qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, il faut voir ça comme un idéal, une sorte de Graal. C'est la valeur parfaite, théorique, qu'on cherche à approcher mais qu'on n'atteindra jamais à 100%. Notre boulot en tant que scientifique, c'est pas de la trouver, c'est impossible, mais de donner la meilleure estimation possible, la plus honnête. Alors comment on fait pour quantifier ça, pour dire à quel point on est sûr de notre coup? On utilise ce qu'on appelle l'incertitude type. On la note U ou parfois sigma. Et là, attention, c'est super important, une incertitude, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas qu'on s'est trompé, c'est un intervalle de confiance. C'est comme si on disait, ok, ma meilleure estimation, c'est cette valeur. Et je suis sûr à environ 68% que la vraie valeur se cache quelque part dans cette petite zone tout autour. C'est une preuve d'honnêteté scientifique en fait. Bon, c'est bien beau cet intervalle de confiance, mais comment on calcule sa taille? Comment on sait s'il est petit ou grand? Pour ça, il y a 2 grandes méthodes. On va commencer par la première, l'incertitude de type A. Celle-là, on l'utilise quand on peut répéter la mesure plein de fois. Vous vous souvenez de nos étudiants avec leur chronomètre? Eh bien, c'est exactement ça. C'est l'approche statistique. Regardez ces chiffres. Ça vient d'une expérience de chimie, un titrage. On a fait la mesure 9 fois de suite. Et qu'est-ce qu'on voit? 7,2, 7,3, 7,0. Pas une seule fois le même résultat. Tous les chiffres dansent un peu autour d'une valeur centrale. C'est exactement ça notre matière première pour calculer une incertitude de type A. Alors, comment on transforme ce bazar de chiffres en une belle incertitude? C'est un processus en 3 étapes, et c'est assez simple, vous allez voir. D'abord, étape 1, on calcule la moyenne de tout ça. C'est notre meilleure estimation. Logique. Étape 2, on sort la calculatrice et on lui demande de calculer l'écart type. C'est un chiffre qui nous dit à quel point nos mesures sont éparpillées autour de la moyenne. Et enfin, étape 3, on prend cet écart type et on le divise par la racine carrée du nombre de mesures qu'on a faites. Et pouf, on obtient notre incertitude de type A. Et si on applique ça à nos mesures de chimie de tout à l'heure, voilà ce qu'on obtient. Une incertitude de 0,06 millilitres. Ce tout petit chiffre, 0,06, il résume à lui seul tout l'éparpillement de nos 9 mesures. C'est quand même beaucoup plus propre et plus utile que de donner une longue liste de chiffres, non? Ok, l'approche statistique, c'est génial. Mais il y a un mais. Et si on ne peut pas répéter la mesure? Si on mesure le poids d'un objet unique, ou si on n'a qu'une seule chance de faire la mesure? Là, on ne peut pas calculer de moyenne, pas d'écart type. Comment on fait? C'est là qu'on passe à la deuxième méthode, l'incertitude de type B. Et là, on change de métier. On passe du statisticien à l'enquêteur. Alors, où est-ce qu'on va chercher nos indices pour cette incertitude de type B? On ne les invente pas. Ils viennent directement des outils qu'on utilise. Par exemple, ça peut être la notice du fabricant qui nous dit cet appareil est précis à plus ou moins temps. Ça peut être la qualité de notre règle, avec ses graduations. Ça peut même être les difficultés qu'on a à lire un affichage. En gros, on va chercher l'information partout où elle se trouve. Sur l'instrument, dans sa documentation, dans notre méthode. Et pour chaque source d'incertitude, il existe une petite formule magique. Je vous rassure, pas besoin de les apprendre par cœur.
L'important, c'est de comprendre le principe. Par exemple, si l'incertitude vient de la tolérance du fabricant, on utilise une formule. Si elle vient de la lecture d'une graduation, on en utilise une autre. C'est un peu comme une boîte à outils. Il faut juste savoir quel outil prendre pour quelle situation. L'important, c'est de savoir que ça existe et où chercher l'info. OK. On a vu le type A, le type B, on sait comment calculer notre incertitude, on a nos chiffres, on pourrait croire que le boulot est fini, mais non. Il reste une étape cruciale et c'est souvent là que les gens se plantent. Comment présenter le résultat final? Parce que tout ce calcul ne sert à rien si à la fin on écrit n'importe quoi. Il y a des règles et elles sont là pour qu'on se comprenne tous. En fait, c'est simple, il n'y a que 2 règles d'or à retenir. Règle numéro 1, et c'est la plus importante, l'incertitude, on ne garde qu'un seul chiffre significatif. Un seul. Et pour être prudent, on arrondit toujours vers le haut. Toujours. Règle numéro 2, pour être cohérent, la valeur qu'on a mesurée, on l'arrondit pour qu'elle ait le même nombre de décimales que notre incertitude. C'est une question de propreté et de logique. Regardez ça. À gauche, on a ce qu'il ne faut pas faire. 3,25 plus ou moins 0,34. Pourquoi c'est faux? Règle numéro 1, l'incertitude 0,34 a 2 chiffres, le 3 et le 4. C'est interdit. On garde un seul chiffre et on arrondit vers le haut. Ça devient donc 0,4. Maintenant, règle numéro 2, notre incertitude 0,4 s'arrête au dixième. Donc notre mesure 3,25 doit faire pareil. On l'arrondit à 3,3. Et voilà, le résultat correct et propre, c'est 3,3 plus ou moins 0,4 kg. C'est clair, net et précis. Et on arrive à la dernière étape, celle qui donne tout son sens à nos efforts. On a notre résultat bien écrit, avec son incertitude, et alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à répondre à la question ultime. Est-ce que mon résultat est bon? Est-ce qu'il est compatible avec la valeur qu'on était censé trouver, ou avec ce qu'un autre scientifique a trouvé? Pour savoir ça de façon objective, sans dire « ça a l'air pas mal », on a un outil super pratique, le Z-score. La formule est toute bête. On calcule la différence entre notre mesure et la valeur de référence. Et on divise cette différence par notre incertitude. C'est tout. Ce que le Z-score nous dit, en gros, c'est « ton résultat est à combien de pas d'incertitude de la valeur de référence ?» Et pour savoir si c'est bon, la règle est hyper simple. Si votre Z-score est plus petit que 3, c'est bon. On considère que la petite différence qu'on observe est juste due au hasard de la mesure. Votre résultat est donc compatible. Par contre, si le Z-score dépasse 3, là il y a un souci. Ça veut dire que l'écart est trop grand pour être dû au hasard et qu'il y a sûrement une erreur quelque part dans votre expérience. Donc si vous ne devez retenir qu'une seule chose de tout ça, c'est celle-ci. L'incertitude, ce n'est pas un signe de faiblesse ou une erreur. C'est tout le contraire. C'est une preuve d'honnêteté et de rigueur scientifique. C'est dire, voilà ce que je sais et voilà les limites de ma connaissance. Et c'est ça la base de la science.